C'est l'heure maintenant de notre second débat dans ce sens public, comme nous le faisons régulièrement depuis le début de la saison. C'était dans la campagne présidentielle et aussi dans ces législatives. Je vous propose un comparatif de programmes. Aujourd'hui, zoom sur les propositions économiques de la NUP et d'Ensemble, les deux coalitions qui se disputent la majorité absolue à l'Assemblée. Sandra Cerquera. SMIC à 1 500 € net, retour de la retraite à 60 ans, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, recrutement de fonctionnaires, ce sont quelques-unes des propositions de la NUP, qui affirme que son programme est l'un des seuls chiffrés. 250 milliards d'euros, financés entre autres par une hausse des impôts pour les ménages les plus aisés et l'augmentation des droits de succession. Un programme économique jugé dangereux pour la majorité présidentielle. J'ai peur pour mon pays. Le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas inapplicable parce qu'on aurait des dogmes. Il est inapplicable parce qu'à partir du moment où il commencerait à être peut-être appliqué, les entreprises de notre pays feraient faillite. S'il y a de la faillite massive, ça veut dire qu'il y a du chômage massif. S'il y a du chômage massif, personne ne sort plus riche de cette affaire. C'est un immense mensonge que Jean-Luc Mélenchon propose aux Français. Emmanuel Macron a promis 15 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le quinquennat, la suppression de la redevance audiovisuelle et une baisse de l'impôt sur les successions. Ces réductions des prélèvements seraient financées par des économies. Mais la NUP accuse Emmanuel Macron de vouloir augmenter sans le dire la TVA pour financer ses réformes. Emmanuel Macron s'est engagé auprès de la Commission européenne, même si le document sur le pacte de stabilité n'a pas été finalement envoyé, mais il s'est engagé à ramener le déficit public à 3% du PIB en fin de quinquennat, donc à l'horizon 2027. Comment vont-ils faire pour réduire les dépenses publiques de 80 milliards d'euros, ce qui serait une saignée comme on n'en a jamais connue. Mais là, on aimerait avoir des réponses. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas de programme caché ni de non-dit, que l'objectif est bien de réduire les déficits à 3% d'ici 2027, mais sans augmentation de la TVA. Le second débat de ce sens public, je vous présente mes invités. Sabina Isnan, bonjour, bienvenue. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université Paris-Cité. Vous avez signé l'appel de dizaines d'économistes en faveur du programme de la NUP pour ces législatives. J'accueille également Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Économiste, président et fondateur du cabinet Tenzing, soutien d'Emmanuel Macron. Xavier Timbaud, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et alors, si j'ai bien compris, assez critique vis-à-vis des deux programmes. En tout cas, vous nous expliquerez ça. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est toujours à mes côtés. Si on essaye de différencier, tiens, je vais commencer comme ça, Sabrina Isnan. Quelle est pour vous la principale différence entre le programme économique de la NUP et celui d'Ensemble, le parti de la majorité présidentielle, la coalition présidentielle? D'un côté, on a un programme qui favorise davantage les grandes firmes multinationales et les plus fortunés et qui néglige les plus modestes. Et d'un autre côté, on a un programme qui est porteur d'espoir en termes de transition sociale et écologique et qui vise à diminuer les inégalités économiques et sociales et qui vise véritablement à prendre en compte l'urgence écologique, notamment dans ce pays. Donc, vous avez spécifié que la tribune avait été signée par des dizaines d'économistes. Elle a été signée par plus de 170 économistes avec un spectre extrêmement large qui va de Piketty à Cagé à, en effet, Éric Baird, des économistes atterrés. Donc, on a un spectre extrêmement large qui ont signé et qui considère que le programme, en tout cas qui est porté par cette coalition, puisque cette unité à gauche, on l'attendait depuis très très longtemps, elle est porteuse d'espoir, et notamment pour les plus modestes, et notamment en termes d'inégalité, pour les services publics, qui ont été énormément fragilisés durant ce quinquennat. Oui, on verra aussi qu'il y a eu d'autres tribunes, notamment une signée par le Nobel d'économie Jean Tirole, on y reviendra tout à l'heure. Éric Delannoy, finalement, la principale pierre que les économistes atterrés ou les économistes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon mettent dans le jardin d'Emmanuel Macron, c'est toujours un peu président des riches et l'absence de propositions en matière de justice sociale. Est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours le président des riches? Tiens, je démarre comme ça. Le président des riches, qui est le premier à avoir fait le zéro reste à charge pour les frais de santé, qui a revalorisé, alors je vais parler avant l'inflation, qui effectivement nécessite des mesures complémentaires, qui a revalorisé tous les minima sociaux comme ils n'avaient pas été faits depuis très longtemps, qui a augmenté l'emploi des jeunes comme il avait fait depuis 20 ans, qui a mis en place, moi j'utilise pour sortir de ce débat un peu stérile de riche ou pas riche, toujours le spectre de la loi Pacte. La loi Pacte,
peu de gens la connaissent, mais quand on la connaît, ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment à la politique, puisque c'est une loi qui a été votée en 2019. Qu'on me dise que la loi Pacte soit une loi de gauche ou de droite, moi j'en serais incapable. Dans la loi Pacte, il y a beaucoup de dispositions qui simplifient la vie des entreprises. À ce titre-là, ce serait peut-être une loi de droite. Et puis il y a des dispositions qui font en sorte de redéfinir le rôle de l'entreprise. Le rôle social sociétal, environnemental de l'entreprise. Il va très loin. Société à mission, raison d'être, etc. Et qui bouge considérablement les lignes. Est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? En fait, ça m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est des preuves, c'est ce qui a été fait. Et donc, j'ai moi-même travaillé, je peux vous le dire, sur le programme d'économie sociale et solidaire du programme Macron, et je peux vous dire qu'il est conséquent. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le flot d'incantations qu'on peut lire sur le programme de la NUPS, on va combattre l'illettrisme, comment, on n'en sait rien, mais on va combattre l'illettrisme. Enfin, il y a un ensemble de petites mesures qu'on retrouve dans notre programme. Donc ça, on le dit jamais, mais c'est assez intéressant, notamment la révision du code des marchés publics pour favoriser les entreprises. Donc, faut sortir de ces faux débats, c'est pour les riches. Il est vrai que, on y reviendra peut-être, il y a aussi peut-être un problème de méthode et de ce qu'on affiche. Xavier Timbaud, comment si vous cherchez à comparer ou peut-être apporter un jugement un peu général sur les deux programmes, je disais, aucun ne trouve vraiment grâce à vos yeux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je caricature un peu ? Je vais pas me permettre de dire qu'aucun ne trouve grâce à mes yeux. C'est pas le point. Il faut bien voir qu'on est dans une campagne, et dans une campagne, les programmes, c'est une série de promesses. Donc après, il y a deux attitudes. Soit on les prend au pied de la lettre et on peut être à ce moment-là extrêmement critique parce qu'il y a toujours des choses qui sont silencieuses, omises, pas réalistes, pas pragmatiques dans un programme. Des deux côtés ? Des deux côtés, et on pourra en parler, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes des deux côtés. Et puis après, on peut essayer de regarder le souffle, l'esprit du programme. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, le programme de la NUP, et encore une fois, je ne vais pas apporter un jugement, parce que je ne suis pas là pour ça, mais il faut reconnaître qu'il a apporter des réponses à un certain nombre de questions que se posent des gens sur les inégalités. Un discours qui est très volontariste sur la transition environnementale, même si c'est quand même... ça va jusqu'à 1,40 € le litre de gasoil, c'est ça, si je me trompe Oui, alors ça, c'est la protection du pouvoir d'achat, et ça fait partie des petites contradictions, justement, ou des grosses contradictions qu'on peut trouver dans le programme. Et il y a effectivement d'un côté un discours très avant sur l'écologiste, et puis aussi l'idée qu'il faut relancer l'économie, qu'il va falloir dépenser beaucoup, et que ça va produire de l'activité qui va venir financer ces dépenses. Et donc là, on est dans une logique qui est plutôt quand même... productiviste, ou en tout cas qui recherche la croissance. Bon, voilà, donc on peut rester un peu dubitatif en fait sur mais dans ce programme, au fond, qu'est-ce qu'il faut que j'en retienne ? C'est-à-dire, si jamais demain la NUP était au pouvoir, si Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre, qu'est-ce qui serait fait exactement ? Parce que on sait bien que l'exercice du pouvoir, c'est à la fois d'un côté ce qu'on a promis, mais c'est aussi ce qu'on peut faire et ce qu'on est en position de faire. D'accord, alors on y reviendra et on va rentrer dans les détails, donc vous pourrez évidemment expliciter, Mathieu. Quelque chose qui est absent, et c'est remarquable, je trouve, enfin remarquable au sens à remarquer dans les programmes, c'est que la lutte contre le chômage, en tant que tel, a disparu. A disparu parce que mécaniquement, alors est-ce que c'est un truc de riche ou de pauvre ? En tout cas, le chômage a quand même considérablement baissé, le taux de chômage pendant ce quinquennat. Et le président et sa majorité n'en sont pas remerciés par la Français exactement de la même façon que Lionel Jospin, qui était l'autre Premier ministre à avoir fait considérablement baisser le chômage durant le temps qu'il occupait à Matignon, n'a pas été remercié par les Français de l'élection. En gros, c'est fou, parce que quand ça ne va pas, c'est un des premiers items des Français et une des premières revendications et une des premières propositions. Et quand ça va mieux, évidemment, c'est une tautologie. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça a effectivement été longtemps une mythologie de la politique en France. De dire, on va faire baisser le chômage. Voilà, celui qui ne fait pas baisser le chômage avant de se présenter aux élections, il est sûr de perdre. Et puis, en fait, et du coup, ça a mis quand même la baisse du chômage au centre des politiques. Là, la baisse du chômage qu'on a vue, c'est aussi une baisse du chômage qui a été obtenue par un certain nombre de réformes de flexibilisation du marché du travail. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que pour les Français, ça apparaît pas comme quelque chose d'aussi formidable. Peut-être ça tue un peu le débat, parce que l'indicateur chômage... Après, la situation s'améliore par ailleurs. Je veux dire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais disons, ça fait passer la question du chômage au second plan, sans pour autant provoquer une euphorie en se disant, voilà, on est aujourd'hui
dans un marché du travail où n'importe qui trouve un emploi aussi vite qu'il veut. Enfin, on sait que, Sabina, par exemple, ça c'est Sabina Isenan, sur les chiffres du chômage, vous êtes, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon les remet en cause, donc je sais pas si vous êtes sur cette ligne aussi. Les indicateurs sont discutables. Souvent, il est important de prendre une multitude d'indicateurs. Et là, si on regarde les chiffres de Pôle emploi à côté du taux de chômage au sens du BIT, donc en effet, on a une baisse. On a une baisse de la catégorie A, c'est-à-dire de ceux qui sont sans aucune activité. Oui, mais ça, ce sont les chiffres qu'on prend toujours depuis des années, donc on ne va pas changer l'indicateur. On ne prend pas que ces chiffres-là. On prend en compte également d'autres indicateurs. Et il y a d'autres indicateurs qui sont importants à prendre en compte. On a l'ensemble des demandeurs d'emploi, mais surtout, on a les catégories B et C de Pôle emploi. Et les catégories B et C de Pôle emploi, eh bien, depuis 2016-2017, on a plus de 2 millions de catégories B et C de Pôle emploi. Donc, ce sont des gens qui ont des contrats courts, des contrats à temps partiel, qui sont en contrat avec des conditions de travail dégradées et qui recherchent un autre emploi. Et c'est un vrai révélateur de la situation sur notre marché du travail. C'est pour ça que même si on a une baisse du taux de chômage au sens du BIT, eh bien, derrière cela, on a une partie de la population qui n'est pas satisfaite de son emploi avec des mauvaises conditions de travail et des mauvaises conditions d'emploi. Et en cela, c'est pas seulement la question du plein emploi en tant qu'indicateur quantitatif qui est important, c'est également la question du plein emploi en termes d'indicateurs qualitatifs. Quel emploi on veut également pour nos travailleurs en France? Est-ce qu'on veut un emploi de qualité avec des conditions de travail dignes, avec des salaires dignes, ou est-ce qu'on veut des emplois au rabais, des petits travaux avec quelques heures de travail? Donc on peut arriver au plein emploi avec énormément de travailleurs avec des petites heures de travail. Je vais donner la parole à Éric Delannoy là-dessus, pardon de vous interrompre, mais on retombe effectivement sur la question du sens d'un métier. Il manque 7 à 8 000 chauffeurs de car, on en a parlé dans cette émission, on en parlait juste avant, il manque 60 000 infirmiers, 230 ou 250 000 personnes pour le secteur CHR, café, hôtellerie et restauration. Bref, sur la réalité ou des chiffres en trompe-l'œil, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais en fait, c'est toujours pareil. Alors, j'aimais bien la comparaison qui est, on suit toujours les mêmes chiffres et tout à coup, quand ces chiffres-là s'améliorent, tout à coup, il faut changer d'indicateur. Ça, c'est toujours très intéressant. Néanmoins, quand on multiplie les indicateurs, il y a quand même un indicateur qu'il faut regarder, c'est le taux d'emploi. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été mises au travail, n'a jamais été aussi élevé depuis 25 ans. D'accord? On parle de qualitatif. Je suis assez d'accord que sur la partie qualitative, notamment sur les nouveaux emplois dans la logistique, il y a un sujet. Néanmoins, il y a une remise au travail d'un ensemble de personnes, non pas des emplois précaires, ça c'est totalement faux, puisque là encore, le nombre de CDI n'a jamais été aussi élevé depuis 25 ans. Donc quand on parle du taux d'emploi et quand tu parles du nombre de CDI, on est sur des chiffres qui sont extrêmement forts. Mais il faut regarder le dernier trimestre. Il faut regarder le trimestre 2022. Non, mais oui, d'accord. Moi, je parle de 5 ans, je ne parle pas du dernier trimestre. Mais si on regarde juste les derniers trimestres, on a un repli de l'emploi intérimaire, on a une baisse des déclarations d'embauche, et donc on a un signe qui montre véritablement une stagnation de la le dernier trimestre, on doit le regarder à l'aune d'une problématique économique globale. Mais c'est incroyable de regarder les chiffres du dernier trimestre quand moi je vous parle d'une évolution depuis 5 ans. Moi je vous parle de l'évolution depuis début 2022. Non, mais moi je vous parle d'une évolution depuis 2017. Et depuis 2017, l'emploi des jeunes notamment n'a jamais été aussi favorable. Alors je sais que M. Mélenchon dit que l'apprentissage c'est pas de l'emploi, mais c'est faux. Bon. Donc à un moment il faut savoir qu'est-ce qu'on compte. Un tout petit mot de réponse là-dessus et on change de thème si vous voulez répondre. Non, en l'occurrence, depuis le début 2022, on a en effet des signaux macroéconomiques et des signaux en termes d'emploi qui montrent qu'il y a certainement un retournement en termes du marché du travail. On a un certain nombre d'indicateurs, on a les déclarations d'embauche qui n'ont pas augmenté de la même manière, on a un repli de l'emploi intérimaire, on sait bien que dès qu'on a un retournement de la conjoncture économique, les premiers emplois qui se retournent, c'est notamment l'emploi intérimaire. Donc en effet, on peut tout à fait sortir en termes de campagne électorale qu'on va arriver vers le plein emploi et qu'on va vers le plein emploi. Aujourd'hui, en tout cas, les indicateurs macroéconomiques montrent qu'on n'y va pas. On a entendu vos arguments aux uns et aux autres là-dessus. Mathieu, vous vouliez revenir sur ce qui est la polémique de cet entre-deux tours sur le front des programmes économiques, l'affaire des 80 milliards. On va écouter d'abord Jean-Luc Mélenchon qui était hier en meeting à Toulouse. Si vous voulez réduire le déficit du budget de l'État à 3%, alors qu'il est à 6,5%, ça veut dire que vous devez économiser, retirer ou apporter dans le budget 80 milliards. Oui ou non? Alors, où allez-vous trouver ces 80 milliards quand, dans le même temps, vous dites que vous allez augmenter le nombre de lits d'hôpitaux, que vous allez augmenter les salaires, que vous allez recruter davantage d'enseignants et pas seulement les désignant au hasard dans la rue, etc., etc. À quel moment mentez-vous? Quand vous écrivez à la Commission ou quand vous parlez aux Français?
Alors, on l'a évoqué, mais rapidement dans le sujet d'ouverture de ce débat. Mathieu, d'où vient ce soupçon ? On voit bien de l'objectif de la trajectoire des finances publiques, comme on dit, que la France, comme tous les États membres de l'Union européenne, envoie à la Commission pour dire un peu comment vont se passer les années à venir et où vont se situer les finances publiques. L'exécutif a prévu de ramener le déficit public à hauteur de 3%, ce qui était les engagements de Maastricht, 3% du PIB, en 2027 à la fin du quinquennat. C'est ainsi que le prévoit, je disais, le pacte de stabilité budgétaire. Et comme le déficit s'élève aujourd'hui à plus de 6%, pour atteindre la somme de 160,9 milliards d'euros, eh bien, les Insoumis ont divisé cette somme par 2, c'est de 6 à 3, et 160 divisé par 2, ça fait 80 milliards. Voilà comment on est arrivé. Est-ce que c'est un plan caché, comme on a pu l'entendre sur les plateaux ? Non, c'est pas un plan caché. La trajectoire des finances publiques, c'est pas un document secret, c'est connu, notamment des parlementaires. Est-ce que c'est gravé dans le marbre ? Là, on peut se poser la question. Pas forcément non plus quand on regarde l'histoire, parce que les 3% sont un objectif certes, mais depuis la crise de 2008, la France a plus souvent été hors des clous que dedans. Par ailleurs, Bruxelles s'est montré plus souple, faut le dire quand même, avec la crise Covid, et on ne sait pas, peut-être avec la crise en Ukraine, si elle dure. Reste que si cet objectif peut être approché ou tangenté, comme on dit, la France ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a tort ou il a raison ? Et il a raison sur l'engagement qui a été pris. Le reste, les conséquences qu'il en déduit ou qu'il en tire, lui appartiennent. Parce qu'il en déduit en effet, Jean-Luc Mélenchon, que ça se traduira forcément de deux manières, on l'a entendu, soit par une hausse d'impôts spectaculaire, celle de la TVA, soit par un plan d'économie tout aussi spectaculaire, avec 80 milliards de coupes budgétaires. Pour sa défense, le gouvernement jure ses grands dieux qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts, et que si des coupes sont prévues, ce seront surtout dans les dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place, par exemple sur le blocage, pour contenir la hausse des prix de l'énergie. Pour le reste, il tape sur la croissance, les créations d'emplois qui amèneront, selon lui, plus de cotisations et donc plus de recettes fiscales. On a entendu les représentants de la NUPES ironiser sur cet effet croissance, avec un petit brin de mauvaise foi quand même, à moins que vous allez peut-être l'expliquer, puisque eux aussi comptent dans leur programme quand même, si j'ai bien compris, sur un effet croissance pour financer une augmentation des dépenses publiques, on l'a dit, de quelques 250 milliards d'euros qui figurent dans leur programme. Pourquoi insister sur ce point ? Parce que c'est une réponse du berger à la bergère. La NUPES a été franchement attaquée, ciblée sur le volet dépenses, jugée au mieux par la majorité totalement irréaliste, au pire totalement apocalyptique. C'est le Venezuela sans pétrole, entend-on dans la majorité. Et puis il y a aussi un secret espoir, celui de rééditer le fameux coup de la TVA sociale qui avait coûté si cher à la droite en 2007. Vous vous souvenez, au soir du premier tour, Laurent Fabius avait mis en difficulté Jean-Louis Borloo en lui demandant « Répondez à une question simple par oui ou par non. Est-ce que vous allez augmenter la TVA ?» Ça, à l'époque, c'était pour financer la baisse du coût du travail. Et Jean-Louis Borloo s'était emmêlé les pinceaux. Il était ministre de l'économie à l'époque. Ça n'a duré qu'un mois parce que ça lui a coûté son poste. Et puis, ça a coûté près de 50 députés à la droite. Ouais, merci de ce rappel historique. Xavier Timbaud, ce déficit public limité à 3%, est-ce que ça va forcément redevenir la règle ? Alors, c'est une question qui est un peu ouverte, parce qu'on sort du Covid, on est en pleine guerre, même si c'est pas directement, mais il y a quand même un conflit qui pose toute cette question. On est aussi face à la question de la transition environnementale. Et là, pour le coup, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui s'en est rendu compte. Donc, on sait qu'il y a des dépenses qui vont être devoir faites. Bon, ok, ça c'est une chose. Mais après, le pacte de stabilité, on peut le prendre comme une règle qu'on est obligé de respecter ou avec laquelle on peut essayer de tricher un peu. Mais je pense que c'est pas en fait la bonne façon de le regarder. C'est derrière, il y a quand même en fait l'évolution de la dette publique. Et là aussi, dans les événements, dans ce qui se passe et ce qui se profile devant nous, il y a aussi d'une certaine façon une remontée des taux d'intérêt. Donc, de ce point de vue-là, disons qu'il va falloir très probablement dans les années qui viennent stabiliser la dette publique. Et stabiliser la dette publique, ça veut dire revenir avec un déficit qui est proche de 3%. Donc on retrouve un peu la logique du pacte. En fait, c'est pas tout à fait la logique du pacte. Le pacte, il y a 10 ans, c'était pas on doit être à 3%. C'est quand on est au-dessus de 3%, on est dans ce qu'on appelle le bras correctif pour un déficit excessif. Et on doit faire tous les efforts pour revenir le plus vite possible en dessous de 3% et ensuite faire des efforts pour ramener son déficit à 0,5%. C'était ça le pacte avant le Covid, avant la crise de 2008. Donc on n'est plus du tout dans ce monde, on est dans un monde où il y a beaucoup plus de marge de manœuvre, mais on ne peut pas rester avec un déficit à 6%, parce qu'un déficit à 6%, c'est une dette qui galope. Et ça pose un problème. Ça pose un problème à la fois dans la construction de la zone euro, dans son équilibre. Ça peut poser un problème pour les générations futures. Donc voilà, il y a un moment où
il va falloir revenir un tout petit peu sur... Alors, je reviens sur les critiques ou les accusations. Emmanuel Macron sera-t-il obligé d'augmenter la TVA pour donner des gages à Bruxelles, Éric Delannoy ? Enfin, bien sûr que non, ça a été inscrit nulle part et on sait bien que jouer sur la TVA est toujours une mauvaise solution parce que c'est un impôt déguisé, indifférencié, qui en général profite à ceux qui consomment le plus et donc forcément aux plus riches. Donc c'est stupide, au même titre que baisser la TVA sur les denrées alimentaires, c'est aussi stupide. Ça profite aussi plus aux riches qu'à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc non, mais là, enfin, il y a une outrance qui est aberrante. Déjà, on a un problème, c'est que les 80 milliards, c'est à horizon fin 2027, si le calcul était juste, c'est que donc on est effectivement sur quelque chose qui annuellement n'est pas du tout de 80 milliards. Donc quand bien même on arriverait à tenir cet échéancier, moi je tiens à rappeler quand même que dans le bilan d'Emmanuel Macron, que tout le monde a oublié, il y a deux choses. Dans ce pays ultra-libéral que la NUPS nous vend, on a nationalisé l'économie pendant 2 ans. Et on est probablement le pays qui a le plus distribué d'argent pour soutenir les entreprises et pour soutenir les citoyens. Ça, c'est la première chose. Donc, pays ultra-libéral, c'est un peu compliqué à évoquer. Et puis, le deuxième sujet, c'est que avant le Covid, on avait réussi à baisser le déficit budgétaire en dessous de 3%. Rappelons 2018, on est en dessous de 3 largement, on est à 2,3. On est à 3,1 en 2019. On a réussi, en baissant les impôts, à diminuer de plus de 10 milliards par an le déficit public. Donc c'est possible, ça a été fait. Ce n'est pas des promesses, ce n'est pas un programme, ce n'est pas de l'incantatoire, ça a été fait par des réformes. Donc, alors il y a une chose qui est totalement vraie, par contre, c'est que l'équation se complique. Parce que ces hypothèses-là ont été faites dans une hypothèse où on continuait sur une croissance de sortie de Covid et non pas dans un choc d'offre tel qu'on le vit avec une demande qui a augmenté et donc une inflation forte. L'inflation augmente et aujourd'hui la croissance diminue. C'est vrai qu'on a un contexte qui se complique et donc ça va être compliqué à tenir. Mais j'ai envie de dire qu'en Europe, on va en tenir compte. Les 3%, il y a une réflexion autour de changer ce 3%, notamment pour différencier les investissements, les déficits publics qui seraient liés à des investissements pour la transition écologique, ce qui serait une très bonne chose. Donc, alors ça nécessite un accord de l'ensemble des pays, c'est très compliqué, mais au moins la réflexion est dans les têtes. Et ça, c'est important. Sabine Aysanan, Jean-Luc Mélenchon fait quoi du déficit public parce qu'il y a quand même, on peut aussi, et c'est l'une des critiques qui est faite à son programme économique, penser que ce programme va le creuser, le déficit public. Alors, il faut savoir que le programme, il a été en tout cas travaillé par un certain nombre d'économistes, dont je ne fais pas partie, mais dont de nombreux économistes qui ont utilisé notamment des modèles de macro-simulation. Il est largement financé par la révolution fiscale, il est largement financé par les plans d'investissement qui créeront en effet des effets induits, des effets en termes de cotisations sociales supplémentaires, en termes d'impôts sur le revenu supplémentaire, d'impôts sur le patrimoine supplémentaire, puisque l'objectif, bien sûr, c'est de diminuer les inégalités, c'est d'augmenter le revenu des plus modestes, c'est d'améliorer les services publics pour répondre à des besoins essentiels. Donc l'objectif, ce n'est pas de partir des questions budgétaires pour aller vers les besoins, il faut partir des besoins essentiels de la population. Et les besoins essentiels de la population, aujourd'hui, on les a vus notamment avec la crise sanitaire. On a vu le nombre de personnes qui réclamaient l'aide alimentaire augmenter. On a vu... on va en parler du pouvoir d'achat en détail. Je vais vous redonner la parole là-dessus. Sociaux et du système socio-fiscal. Pardon, les impôts vont augmenter ou non ? Alors les impôts vont augmenter pour une partie de la population et ils ne vont pas augmenter pour l'essentiel de la population. La grande majorité de la population ne verra pas ses impôts, notamment les impôts sur le revenu, augmenter. L'impôt sur le patrimoine, seuls 10% de la population seront concernés par cette augmentation d'impôt sur le patrimoine. Donc en effet, il y a un choix qui est fait, il faut mieux partager les richesses. Il faut mieux partager les richesses pour mieux répondre aux besoins essentiels de la population et face à l'urgence écologique. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ne peuvent plus attendre. J'entends complètement cet argument. Pardon de vous interrompre une nouvelle fois. J'essaye de faire en sorte que le temps ne file pas trop vite. Mais je vais vous poser une question qu'on a posée en son temps à François Hollande. On est riche à partir de combien par mois ? Parce que c'est ça la difficulté. L'Observatoire des inégalités, en effet, vient de faire une étude en disant qu'à partir de 3 700 € par personne, vous faites partie des 7% les plus riches de France, etc. Ce sont des définitions statistiques. L'objectif, ce n'est pas de définir ça. L'objectif, c'est de montrer les inégalités et l'augmentation des inégalités. Pardon, je pense que tous ceux qui nous regardent se disent... Si on prend... Pardon. Augmenter, c'est des gens qui gagnent combien ? C'est des gens qui gagnent plus de 4 000 €, 5 000 € par mois, qui verront un impôt sur le revenu augmenter avec une augmentation, la progressivité de l'impôt. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'impôt soit plus juste et plus équitable. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que lorsque vous faites
face à un accident de la vie, eh bien, vous n'ayez pas peur que vos enfants ne puissent pas faire d'études supérieures, que vous n'ayez pas peur de vous faire soigner, de vous faire financer lorsque vous allez à l'hôpital, d'avoir accès à un logement décent, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est de mieux partager les richesses, de mieux partager le temps de travail également, et pour que les besoins essentiels soient pourvus, se nourrir, se loger, etc., etc., pour que vous fassiez face aux accidents de la vie. Et même si vous gagnez plus de 100 000 euros par mois, vous pouvez faire face à un accident de la vie, vous retrouver au chômage, et n'oublions pas que le taux de pauvreté chez les chômeurs est de l'ordre de 40%, et que la réforme de l'assurance chômage va être poursuivie par le prochain, par Emmanuel Macron, et par s'il gagne en tout cas les élections législatives, par le prochain gouvernement. Donc faisons face, attention à cela. Bon, on va parler pouvoir d'achat tout de suite. Jonathan Dupriez va pouvoir nous rejoindre dans une minute. Je vous donne un chiffre d'abord pour commencer. Source de l'INSEE, moins 1,8%. C'est la baisse du pouvoir d'achat des ménages au premier trimestre. Jonathan, effectivement, c'est l'heure. Bienvenue. Vous faites votre retour sur le plateau de Sens Public avec, voilà, à 3 jours du second tour, des propositions. La NUP et Ensemble rivalisent sur ce thème du pouvoir d'achat, évidemment. Bah ouais, le pouvoir d'achat est toujours l'indétrônable. Vous allez le voir, il reste la préoccupation première des Français. Un Français sur deux, quasiment, le place en tant que préoccupation première devant la guerre en Ukraine, devant l'environnement. Et surtout en ce moment, alors qu'une inflation record grève le pouvoir d'achat de tout le monde. Voilà ce que la majorité présidentielle propose. Vous allez le voir, d'abord un blocage des prix de l'énergie jusqu'à la fin de l'année. À noter aussi le maintien d'une remise de 18 centimes à la pompe pour les carburants. Ça se poursuivra jusqu'à la fin août. La coalition Ensemble entend aussi créer un chèque inflation pour les foyers les plus modestes. Le montant reste à préciser, mais on a vu des estimations entre 50 et 150 euros. Écoutez en tout cas la Première ministre Elisabeth Borne à ce sujet. Ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à la rentrée. D'accord. Pour permettre à chacun de faire face à ces augmentations que j'évoquais sur les produits alimentaires de base. Voilà, et donc cette indemnité inflation, elle sera notamment votée dans le cadre du projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat, qui sera le premier grand projet de loi débattu à l'Assemblée après les législatives. Et la Première ministre aussi, lors de la même interview sur France Bleu, elle avait indiqué que ce dispositif, il pourrait être complété ultérieurement d'un chèque alimentaire pour aider les Français à consommer bio et local. Alors toujours sur ce thème du pouvoir d'achat, que propose la NUP ? Alors la NUP, vous allez le voir, l'Union de la gauche, elle a qualifié son plan d'urgence pouvoir d'achat d'opération Robin des Bois légale. La NUP, elle dit vouloir surtout résorber les inégalités, la pauvreté. Les partis de gauche, ils veulent ainsi instaurer ce qu'ils appellent une garantie dignité pour ne laisser personne, je cite, sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est les mots de la coalition. En résulte cette proposition d'indemnité, 1 063 € par mois pour une personne seule qui répondrait à ces critères. La NUP, elle veut aussi bloquer les prix sur les produits de première nécessité, que ce soit l'alimentation, pourquoi pas bloquer l'envolée des prix du pétrole. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, il reprochait Emmanuel Macron, lui, de ne rien faire à ce sujet. Puisque nous sommes en Europe, 450 millions de consommateurs, qu'attend le président de l'Union européenne, un certain Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il attend pour proposer au nom de la France le blocage du prix du pétrole, qui est la seule manière d'étouffer la contagion? Voilà, et à noter aussi que la gauche veut immédiatement revaloriser le salaire minimum et porter le SMIC à 1 500 € net mensuels. Et Mathieu, vous le rappeliez, mais c'est vrai que la NUP a été particulièrement critiquée au moment de la sortie de ce programme économique au sens large, pas seulement sur les mesures pouvoir d'achat, qu'elle chiffre à 250 milliards par an, tout compris. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Dupriez. Xavier Timbaud, peut-être on peut commencer sur le bouclier tarifaire d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est relativement efficace parce que quand on compare l'inflation en France à d'autres pays européens, on a un meilleur résultat. Ça coûte très cher, c'est difficile à maintenir. Par ailleurs, ça a deux gros inconvénients. Le premier, c'est que c'est pas du tout ciblé. Et donc, ça profite autant à celui qui va mettre de l'essence dans sa voiture de luxe. Qui n'en a pas besoin. Et qui n'en a pas besoin par ailleurs. Et puis, ça a aussi
enlève... Alors ça, en fait, c'est même encore plus que ça, mais ça brise ce qu'on appelle le signal prix. Vous avez évoqué Jean Tirole tout à l'heure. Hein. Le signal prix qui doit nous pousser à la transition environnementale, en nous expliquant que les fossiles, bah oui, c'est cher, et donc en fait, si vous voulez, ça ne rétablit pas l'équilibre entre le prix d'utilisation d'une voiture électrique par rapport à une voiture fossile, ou l'utilisation du train par rapport à prendre sa voiture. Ça crée même, en fait, autre chose, qui est une forme de précédent, qui va en fait laisser passer la croyance que le rôle du gouvernement, c'est de nous préserver de ces augmentations, et donc en quelque sorte de nous séparer, de nous anesthésier de cette réalité. De l'économie réelle, quoi. De l'économie réelle, et aussi de cette impérieuse nécessité qu'on a de se passer des fossiles. Donc voilà, alors... Enfin, ceci étant dit, la critique, on peut la faire sur le programme d'Emmanuel Macron, mais en fait, on la retrouve exactement dans le programme de la NUPES. Quand on dit qu'on va mettre l'essence à 1,40 €, c'est quelque chose qui est à la fois pas ciblé, qu'on retombe dans la même critique, et en même temps, c'est aussi quelque chose qui va même encore plus loin on arrête d'augmenter les prix de l'essence et donc continuer à utiliser votre voiture. Bon, voilà, on est un peu face à ce problème-là. Juste pour rebondir sur un des propos de Jean-Luc Mélenchon, je pense, pour le prix du pétrole, je pense que c'est pas réaliste et raisonnable. C'est-à-dire bloquer les prix du pétrole? Non, c'est pas réaliste. Pourquoi c'est pas réaliste et raisonnable? C'est parce que même si l'Europe est un grand pays, en fait, les producteurs de pétrole défendent leurs intérêts, et probablement la stratégie des États-Unis, qui est d'essayer de faire en sorte que l'Arabie Saoudite produise plus, est une stratégie qui est plus raisonnable sur le plan du pétrole. Mais par contre, on a quand même la question du gaz. Le gaz, on l'achète à la Russie, on est en guerre avec la Russie. La Russie a encaissé sur les 100 premiers jours du conflit plus de 100 milliards de dollars de recettes liées à la fois au pétrole et au gaz. Et là, pour le coup, quand il y a un conflit et qu'on opère des sanctions sur ce pays, on pourrait dire le prix auquel on va acheter le gaz, on va le fixer à 40 € ou à 50 € le mégawattheure, au lieu de le payer le prix que l'on paye, parce que ça fait partie des mesures de rétorsion. Et si la Russie ne veut plus vendre son gaz à l'Europe, soit qu'elle ne le vende plus, mais on sait qu'à court terme, elle ne pourra pas le vendre à quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a un jeu amené là-dessus sur le gaz, probablement, qui n'a pas été... qui n'a pas été envisagé. Je retiens un élément dans votre critique. Je reste sur le bouclier tarifaire ou les mesures qui ont été annoncées globalement par Emmanuel Macron puis par Elisabeth Borne. Est-ce qu'il ne faut pas quand même effectivement les cibler vers les Français les plus pauvres? Est-ce que ce n'est pas le défaut de la cuirasse, ça, quand même, Éric Delannoy? Il faut bien évidemment les cibler. D'où la notion de chèque alimentaire, d'où le chèque énergie, oui, pourquoi il faut les cibler? Il faut les cibler parce que... Mais ça n'a pas été fait jusqu'à présent, pas suffisamment. Pas suffisamment, mais en même temps, je ne sais pas si dans une inflation qui est galopante comme aujourd'hui, il y a quelque chose de suffisant. La seule chose qui est certaine, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on s'occupe des 20% des personnes qui gagnent le moins. Parce que réduire les inégalités, il faut rappeler que sur les inégalités de revenus, la France est le mieux disant en Europe, quand même, il faut le rappeler. Avec la redistribution qui est considérable en France, et qui est très bien, c'est une politique de redistribution qui est très importante. On passe de 1 à 22 parmi les 10% les moins riches et les 10% les plus riches, à 1 à 8 après redistribution. Donc jusqu'où faut-il aller? 1 à 2, 1 à 3, c'est un débat qui est absurde. Il y a un vrai sujet autour des patrimoines, en revanche, qu'il faudra regarder, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le programme de la NUPES. Néanmoins, sur la partie pouvoir d'achat, il faut cibler sur ceux qui ont des vraies difficultés, parce qu'il ne faut pas se la raconter. Le pays, la France, va bien. C'est pas parce qu'on a une inflation à 5% que tout à coup, plus personne ne peut se nourrir. Alors aujourd'hui, avec ce que l'on entend dans les outrances, quand on est optimiste, on est riche. On ne peut plus être optimiste en France. Regardez ce qui s'est passé lors des embouteillages de l'Ascension. Regardez les réservations qui sont faites pour les vacances. La France va bien. Il y a une partie de la population qui va pas bien. Celle-là, effectivement, faut cibler et les aider. Le problème qui se pose, c'est que si on le fait de manière générale, on rentre dans une dynamique de prix, de boucle, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Ça veut dire qu'en fait, on va distribuer de l'argent. Et donc, si on distribue de l'argent, on augmente les salaires, on augmente les prix, parce que les entreprises vont répercuter ça sur les prix, dans une problématique où c'est pas le sujet. On a déjà un décalage de demande et d'offre. On a un problème sur le choc de l'offre. On ne peut pas distribuer de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Je vous interromps, je sais que vous avez encore plein de choses à dire, mais je voudrais donner la parole à Sabina Isenan, peut-être sur effectivement la hausse des salaires.
Éric Delannoy nous disait attention à la boucle inflationniste. Or, c'est l'une des propositions de la NUP, c'est d'engager de grandes négociations salariales. Alors, on n'est pas du tout dans la situation de la fin des années 70. Là, on a des salaires qui augmentent moins que l'inflation, le pouvoir d'achat a diminué. Il faut rappeler, en effet, qu'on a 2 millions de salariés qui travaillent au SMIC. Ce sont des femmes aussi qui travaillent à temps partiel, qui vivent avec un demi-SMIC. On a 50% des salariés qui vivent avec moins d'1,6 SMIC. En effet, cette France-là, peut-être que vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Je vois mes étudiants arrêter de venir en cours parce que ils ont été obligés de prendre un travail alimentaire en plus. Donc, cette France-là, elle existe. Elle existe peut-être pas à côté de chez vous, mais elle existe en tout cas au sein de mes étudiants. Elle existe dans les quartiers où nous vivons. En tout cas, nous la voyons, statistiquement parlant également. Et cette France-là, elle a besoin d'une augmentation de pouvoir d'achat, une augmentation de pouvoir d'achat, pas seulement en termes de prestations sociales et de services publics, il en faut, mais également en termes de revalorisation salariale et de traitement des fonctionnaires, puisque on n'oublie pas qu'à côté des salariés du privé qui ont besoin d'une revalorisation, et on n'oublie pas que vous n'avez pas permis d'augmentation de coup de pouce du SMIC sous le quinquennat Macron. Vous l'avez augmenté. Vous l'avez augmenté 2 fois. Oui, vous l'avez augmenté, mais pas par coup de, pas. Vous n'avez pas donné. Le SMIC a augmenté de 11% quand l'inflation à l'époque était 7%. Vous n'avez pas permis une augmentation qui puisse permettre ce rattrapage, en tout cas pour les salariés au salaire minimum. Aujourd'hui, en termes de traitement des fonctionnaires, vous avez un gel du point d'indice depuis 10 ans, sauf les 2 petites augmentations en 2016 de 0,6%. Donc, vous avez une perte de pouvoir d'achat au sein des fonctionnaires, dont les catégories C ont particulièrement pâti. Et donc, vous avez aujourd'hui, début 2022, une baisse du pouvoir d'achat et des difficultés pour un certain nombre de travailleurs, d'inactifs, d'actifs inoccupés, de chômeurs, de pouvoir se nourrir et de pouvoir accéder à une nourriture abordable et de qualité. Et aujourd'hui, c'est le cas, de pouvoir également circuler, de pouvoir aller au travail, etc. Et donc, en effet, ces mesures de blocage, ce sont des mesures, en effet, qui doivent s'accompagner sur le moyen terme, par exemple, de plans de transport public gratuits. Oui, parce que quand vous dites 1,40 € le litre de manière gasoil, abordable. pardon, quand j'essaye là aussi, j'ai interrompu Éric Delannoy tout à l'heure, mais quand je reviens sur ce prix, il y a aujourd'hui des millions, il y a même, je crois, 8 Français sur 10 qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Et parmi eux, ils sont très nombreux à rouler en diesel. Et il y a un chiffre, c'est que dans les ventes de voitures d'occasion, on achète plus de diesel que d'autres. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Comment vont faire les Français qui roulent en diesel et qui n'ont pas d'autre choix avec un litre à 1,40 € écologique sans transition sociale. Je suis d'accord. Sans maintien du pouvoir d'achat et sans hausse du pouvoir d'achat, et notamment pour les plus modestes. Mais donc, il faut la cibler, si c'est possible. Alors, il faut le cibler, mais pas seulement le cibler. Il faut également faire en sorte d'améliorer les services publics et d'améliorer les transports. Si on ne donne pas d'alternative aux personnes, ça prend du temps, mais on peut mettre en place des politiques de grands travaux, et c'est l'objectif des 200 milliards de ce programme, en tout cas, qui est proposé, qui vise à véritablement avoir une transition, en tout cas, écologique. Un mot de réponse rapide en moins d'une minute. Il y a des choses qui ont été faites, les maisons France Service, dans plus de 2000 communes, qui sont une vraie réponse à l'électronisme local, à la désertification des services publics. Il y a des choses qui ont été faites. On a mis fin aux zones blanches qui étaient endémiques avant 2017. Enfin, on peut pas dire que rien n'a été fait. C'est vraiment, il y a quelque chose de très outrancier là-dedans. Donc, en revanche, effectivement, il faut aider les salaires les plus faibles. Ça, c'est bien évident. Moi, ce que je voudrais évoquer quand même, c'est que on oublie souvent qu'il y a eu 175 milliards d'épargne supplémentaire qui a été permise malheureusement par le confinement. Il est vrai que c'est pas les 20% les plus pauvres, mais c'est 75% de la population qui a épargné. 75% de la population a épargné. On peut me raconter ce qu'on veut. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Alors, il est vrai que les 25% de la population a épargné plus de 10 000 € et les 25% de la population les moins riches n'ont rien épargné. Mais 75% de la population a épargné. Il faut utiliser l'épargne. Bon, on terminera là-dessus. Tout le monde a eu la parole. Merci beaucoup encore une fois de ce débat.